Nadine, pour te présenter? Très bien, très bien. Eh bien oui, donc je suis sophrologue et je vis dans le sud-ouest de la France, bien qu'originaire du Nord, hein. Et en fait, je suis sophrologue et donc coach en relations humaines, mais j'ai réfléchi en préparant donc notre live que ce n'était pas le hasard. Et d'ailleurs, je ne crois pas au hasard parce que dans l'enfance, moi, j'ai été victime d'un secret de famille. En fait, je détenais le secret de famille, qui m'a mis, comme, et on va l'évoquer, là on en parlera, qui m'a mis pendant longtemps en souffrance en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, en tant que jeune femme, ce qui m'a donné l'occasion de consulter, de faire des consultations une grande partie de ma vie en psychothérapie. Et il y a quelques années, quand j'ai quitté le nord de la France, donc je travaillais avec un psy et je lui ai confié mon regret, en fait, mon regret de ne pas avoir été psy. Et là, il m'a dit, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres thérapies et il n'est pas trop tard. Et là, il m'a dit, mais pourquoi pas la sophrologie? Changeant de vie, changeant de région, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis réinvestie dans ce changement de vie, dans ce changement de carrière, puisqu'auparavant, en fait, je travaillais dans l'immobilier, donc ce qui n'avait rien à voir. D'accord. Et qui ne me ressemblait pas du tout, qui m'apportait rien du tout. Et souvent, j'ai pensé donc à ma vie qui défile, hein, fur et à mesure. Et puis, c'est vrai qu'hier, c'est devenu vraiment, ça l'était un petit peu, mais c'est devenu une évidence en préparant ce sujet. Parce que, et tu n'hésites pas à m'interrompre hein, pour les questions, on sait très bien, alors on ne parle pas du secret. Le secret est quelque chose de joli, ne serait-ce que le mot secret, moi je trouve que c'est un joli mot. Boîte à secret, garder le secret, c'est important de garder un secret quand on nous confie quelque chose. Là, on n'est pas du tout dans ça, on est dans le secret de famille, hein. Ce qui est très différent, le secret de famille, c'est une souffrance qui se porte de génération en génération. On est bien dans la souffrance. Euh, Ça désigne aussi du traumatisme, hein, bien évidemment. Et ce qu'on peut voir, alors après, là je ne parle pas de mon cas, mais ce que je vois aussi dans ma clientèle, c'est que le secret de famille peut entraîner des douleurs terribles, tant au niveau physique, mais aussi psychologique, hein. Donc, je trouve intéressant de travailler là-dessus, de l'évoquer. Je serais tentée de dire aussi qu'il y a différents secrets de famille. Alors, très généralement, surtout en France, moi j'ai l'impression que c'est souvent l'adultère, hein. L'adultère qui est caché. Euh, le frère ou la sœur qu'on ne connaît pas, mais qui, voilà, hein, qui sont l'enfant caché ailleurs. Parfois les viols, les incestes, euh, les trahisons. Il y a des trahisons familiales et voilà, ça brise quelque chose. Alors ça brise quelque chose et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est euh, il y a des fois différents cas, c'est-à-dire que la personne qui est porteur du secret, hein, ou Mhm. porteuse, souffre aussi. Souffre parce que elle est là souvent prise entre deux personnes, entre deux choses, et puis elle ne sait pas si elle doit en parler, si elle ne doit pas en parler, et c'est extrêmement douloureux, hein. Donc voilà ce que je peux, si on veut placer le sujet, voilà, il y a ça. Je donnerai deux références de films aussi à la fin pour parler de ça, pour illustrer notre propos, parce qu'il y a eu énormément de livres, il y a eu énormément de films hein, sur ces sujets-là, hein. Euh, on en parle beaucoup. Donc voilà ce que je pourrais dire en gros, en préambule sur notre sujet. D'accord. Ok, super. Merci Nadine. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, vous pouvez me les mettre au niveau du chat quand vous voulez. Et moi, je transmettrai donc les questions à Nadine. Alors, moi, en tant que sophrologue, j'ai eu deux cas qui portaient des secrets de famille et qui avaient des souffrances physiques. Oui, Je vais en parler en attendant que donc bonsoir Kenzo. Donc en attendant que les participants ici donc donnent leurs questions. Au fait, au début je ne savais pas bien sûr, hein. Au début on vient pour des douleurs physiques. Alors le plus marquant je dirais et
j'oublierai jamais cette dame. Donc, c'était une dame assez âgée qui avait la fibromyalgie. Donc, la fibromyalgie, comme vous le savez, c'est une maladie très douloureuse. Donc, c'est des douleurs partout dans le corps qu'on n'arrive pas à expliquer d'ailleurs. L'origine de la fibromyalgie, physiquement, bien sûr, on n'a toujours pas compris comment la fibromyalgie est développée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours derrière une souffrance psychologique. Donc, cette dame est venue, je me rappelle, elle avait des souffrances atroces physiques et elle prenait des antidouleurs très, très, très puissants jusqu'à aller à des drogues pour atténuer sa souffrance. Les médecins lui donnaient absolument tout parce que c'était vraiment très, très, très douloureux. Elle m'a dit, j'ai tout essayé, alors faites ce que vous voulez parce que là, je n'en peux plus. Mon estomac, tout mon système digestif est complètement bousillé par les médicaments. J'ai toujours aussi mal, rien à faire, rien ne m'allège mes souffrances. Et là, je pense à la réflexologie plantaire. Donc, puisque je suis spécialiste dans la réflexologie plantaire, je lui fais 3 séances avant de partir parce qu'elle allait voyager, elle allait partir en France. Et ces 3 séances lui ont permis de faire un geste qu'elle n'a pas fait depuis des années. Rien qu'en 3 séances de réflexologie plantaire. C'était vraiment, à chaque fois que je parle de cette dame, j'ai les larmes aux yeux parce que c'était vraiment impressionnant parce qu'en montant sur la chaise pour pouvoir s'installer sur la table de soins, elle s'est arrêtée et je lui ai dit, mais ça va, vous allez bien? Elle m'a dit non, ce geste-là, en mettant son genou comme ça, comme appui, elle m'a dit ce geste-là, je ne l'ai pas fait depuis très, très longtemps. Et là, juste après, elle commence à me parler justement de son secret de famille qu'elle a gardé pendant 50 ans. Vous vous rendez compte? 50 ans. Justement, des abus sexuels de proches et culpabilité, parce que non seulement elle était victime, mais en plus, elle se culpabilisait comme si c'est elle qui a attiré cette histoire-là vers elle. Et elle a gardé ça pour elle, et elle s'en voulait, malgré qu'elle a continué à vivre normalement avec les autres personnes, qui étaient eux, donc qui étaient elles, les personnes coupables, on va dire. Et bref, donc vraiment, c'était un secret de famille qui lui a coûté très, très cher pendant 50 ans. Sa santé, donc elle a commencé à avoir donc, des petites douleurs, mais après, ça a dégringolé. Et là, c'était vraiment très, 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 très douloureux. Et parce que son corps n'en pouvait plus de garder ce secret seulement pour elle. Et quand elle en a parlé, donc vous vous rendez compte, c'était la première fois qu'elle en parlait depuis 50 ans. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à avoir des améliorations au niveau de la douleur parce que son corps n'en pouvait plus de regarder ça seulement pour lui, seulement pour la personne donc, qui avait ce corps-là. Donc, pour vous dire que les secrets de famille, c'est vraiment quelque chose qui est, comme le titre le dit si bien, le poids des secrets de famille, parce que c'est un poids pour le corps, parce que c'est un poids surtout quand il y a avec des sentiments de culpabilité. Généralement, ça ne vient pas comme ça, c'est-à-dire de la culpabilité derrière généralement. Et tout ce qui est culpabilité, c'est de l'autodestruction. C'est les maladies auto-immunes, les maladies donc, dégénératives. Donc, c'est vraiment comme une autopunition de ce qui s'est passé. Il y a eu un deuxième cas, c'était une dame qui est venue avec les symptômes d'un AVC, mais qui venait de la clinique, c'est-à-dire elle s'est renseignée auprès des médecins, elle a fait ce qu'il fallait faire pour vérifier que ce n'était pas un AVC. Voilà. Et puis après, bon, elle est venue me voir, elle m'a dit j'ai rien physiquement, ils n'ont rien trouvé. Et là, je me suis rendu compte également, et c'est la première fois que l'on parle, un secret de famille, donc une maladie d'une fille, de sa propre fille, qu'elle gardait parce qu'elle ne voulait pas en parler autour d'elle. C'était un peu spécial comme maladie. Et du coup, culpabilité encore une fois parce que c'est elle qui l'a mis au monde. Et là, voilà, vous imaginez un peu le poids de cette dame qui a causé après carrément des symptômes d'un AVC. Exactement des douleurs au niveau du dos, partie gauche, enfin exactement les mêmes symptômes. Donc comme si, voilà, je vais mourir. C'est vraiment très symbolique, c'était je vais mourir. Si je garde encore plus ce secret pour moi, si je ne le partage pas, eh ben, je vais mourir. Voilà, c'était vraiment ces 2 expériences qui m'ont marquée parce que les secrets de famille, c'est vraiment un poids énorme et surtout quand on garde pour soi, c'est-à-dire comme si c'était
c'est-à-dire quelque chose dont on a honte ou quelque chose, c'est-à-dire on a beaucoup de culpabilité derrière, et là, c'est le corps qui va l'exprimer avec la maladie. Donc, faites attention pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Quand vous gardez un secret de famille de cette façon-là, c'est malsain pour vous, mais vous pouvez quand même en parler à un spécialiste parce que comme ça vous permet de vous soulager et en même temps, vous ne trahissez pas le secret parce que vous parlez à un spécialiste qui est tenu par le secret professionnel. Donc, n'hésitez pas à en parler, ça va soulager votre corps, ça va soulager votre cœur et surtout, des fois, on entre dans une spirale de culpabilité, mais finalement, la personne n'est pas du tout coupable de ce qui s'est passé. Donc, cette dame, elle a gardé, la première dame, donc celle qui a la fibromyalgie, elle a gardé ça pendant 50 ans, donc un poids qu'elle portait toute seule, alors que ce n'était pas de sa faute. Donc, vous voyez où ça peut aller. Ça, c'est vraiment un cas extrême. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'attends vos questions. Je parle, mais j'attends vos questions. Mais sinon, on va développer. Alors, on va développer d'une manière… est-ce que tu peux nous parler de ton propre expérience? Oui, qui est totalement différente d'ailleurs. Alors, je te rejoins sur un cas que j'ai eu en clientèle aussi. La personne vient me voir et là aussi, elle fait de la fibromyalgie. Bon. Et elle me dit, comme toi, comme ta cliente, voilà, ça fait des années, etc., etc. Et puis, elle me dit, pendant des années, j'ai oublié, elle a fait vraiment, elle a tout fermé, j'ai oublié que mon frère avait eu un accident, il était mort dans un accident, il avait traversé une rue et il avait été écrasé par un camion. Mais, là aussi, on est dans la psychogénéalogie. Pourquoi elle fait de la fibromyalgie? Parce que simplement, elle a perdu, elle aussi, un de ses trois fils dans un accident de voiture. Et il s'est fait écraser également, à peu près au même âge, à l'adolescence, par une voiture. Donc, rechoc, retruc. Et en fait, à un moment donné, les parents, ils avaient rien voulu dire. Ils avaient fermé complètement et ils n'avaient pas voulu en parler. Alors ça, c'était pour la fibromyalgie et pour… Alors, me concernant, en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. Et alors, ça fait 60 ans. 60 ans, hein. Donc, c'est pas rien. En fait, je me suis aperçue étant enfant, alors moi, j'ai plus de problème avec ça, hein, que ma maman trompait mon papa. Donc, voilà. À l'issue de ça, je me suis rendu compte, et moi, ça n'a pas du tout été, il me semble, un sentiment de culpabilité, mais ça m'a extrêmement fragilisée. Parce que m'apercevant de ça, je pense que dans ma petite tête d'enfant, j'ai eu peur. Alors, j'ai d'abord eu des peurs, peur que ça se sache, peur que ça casse quelque chose dans ma famille, et ça n'a pas manqué de casser quelque chose, hein, de toute façon. Donc, moi, ça a d'abord été un sentiment de peur. Alors, il y a eu des tas d'événements que voilà, je vais peut-être pas me répandre, mais il y a eu des tas d'événements douloureux. Donc, ça a été toute une vie comme ça, compliquée. Et puis, très, très rapidement, alors je devais être faite pour ce métier de sophrologue ou j'aurais peut-être dû être psy, mais très, très vite, je devais avoir 19-20 ans, j'ai compris que il fallait que je fasse quelque chose pour moi, que j'étais trop timide, trop réservée. Alors, ma timidité, moi, je me suis renfermée, carrément. Je me suis renfermée, voilà, je m'étais sans doute mis dans une bulle. Je le comprends maintenant. J'avais fait une bulle autour de moi et j'ai commencé à consulter. Moi, j'ai consulté psy à 20 ans et je n'ai pas eu peur. En fait, j'ai déballé mon truc. J'ai compris que c'était pas moi la responsable, en fait. C'était pas moi la responsable, que j'avais simplement été prise en otage par ma maman. En fait, quelque part, elle m'avait pris en otage en disant, tu ne dis pas ça, tu n'as rien vu, voilà, tu te tais. Et donc, effectivement, pour me taire, je me suis tellement tue que je suis devenue très timide, très fermée. Ma timidité, d'ailleurs, a cessé quand je suis devenue à mon tour maman. Alors, il y a eu la psychothérapie, mais le fait aussi d'être maman, de revoir la vie sous un autre angle. Mais gros traumatisme, parce que je me rends compte que si je n'avais pas fait ces démarches-là, je serais encore en souffrance aujourd'hui. J'aurais passé ma vie en souffrance.
Autre chose, j'ai donc beaucoup déménagé, changé de psy, non pas parce qu'il ne me convenait pas, mais parce que je n'étais plus sur le site, si tu veux. Et un d'entre eux m'a dit, mais il va falloir écrire, dire à votre mère, dire ce que vous saviez et lui poser des questions, avoir une réponse. Je n'ai jamais osé. Je n'ai jamais osé. Je m'y suis préparée des vingtaines de fois et à chaque fois, je vais vous faire rire, je faisais la carte. Au moment où j'allais dire, je ne pouvais pas. Donc, à un moment donné, le psy me dit, ben, puisque vous n'arrivez pas à dire, écrivez. Écrivez-lui. Donc, voilà, j'ai écrit, je pense que ça a dû faire 8-10 pages, j'ai écrit, et puis quelques temps après, alors je retourne voir mon psy avec mon courrier, et je lui dis, voilà, j'ai fait la lettre à ma mère. Et il me dit, mais c'est pas à moi qu'il faut la donner, ça sera à elle. Et là, je lui dis, jamais, je ne pourrai jamais lui donner, gardez-la dans votre tiroir. Donc, il a gardé la lettre dans le tiroir, je ne l'ai jamais donnée à ma mère. Autre parcours, je change de région, je continue ma quête de libération en quelque sorte, et je revois un psy qui me dit, ben, là il va falloir en parler à votre mère parce qu'elle commençait un début d'Alzheimer, donc c'était temps. Il me dit, là il faut y aller maintenant, c'est maintenant, hein, parce que sinon. Et là je me revois partant chez ma maman qui habitait pas dans ma région, et puis j'avais prétexté d'aller faire un grand ménage chez elle, donc pour passer la journée, et alors je me disais, c'est le moment, là tu y vas, tu lui dis, hein, tu lui poses les questions, etc. Et puis, il devait être aux alentours de 17h30, 18h, j'avais fini mon ménage, on était allés déjeuner ensemble, et là j'ai essayé, et en fait, j'ai jamais, jamais, jamais réussi. Jamais réussi. Mais moi, je pense que ce qui m'a. Alors, je suis résiliente parce que ça a été. Il y a eu dans ma famille beaucoup de douleurs. Ça a créé énormément de douleurs, pas que chez moi, pas que pour moi, parce que moi, en fait, j'étais celle qui détenait le secret. Je n'étais pas celle par qui le secret de famille était arrivé, pas du tout. Moi, je détenais le secret. Et puis, je crois, il y a une vingtaine d'années, on l'a évoqué en famille avec mon frère et je me suis aperçue qu'il avait des petites bribes de choses, qu'il avait lui aussi vu des choses, pas comme moi, mais je ne m'étais pas trompée, je connaissais bien l'histoire en fait. D'accord. Très intéressant, Nadine. Merci pour ce partage. Alors, bonsoir à toutes celles qui sont venues. Anna, bonsoir de la Roumanie. Donc, nous avons, génial. Donc, qui d'autre? Baye, bonsoir. Mahbé. Geneviève aussi est avec nous. Super. Donc, génial, génial. Donc, voilà, il y a d'autres personnes qui participent à ce live. Alors, merci Nadine pour ce partage parce que c'est très intéressant le fait de libérer justement. Donc, finalement, le plus important dans tout ça, c'est de libérer ce qui est à l'intérieur, c'est ça. Donc, finalement, tu n'as pas réussi à donner soit l'écrit à ta maman ou à en parler de vive voix, mais la libération, elle s'est faite quand même. Oui, alors il y a quelque chose que je vais ajouter à ça et qui est très important, c'est que pour ma part, je me suis libérée parce que j'ai fait un travail sur moi. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart du temps, le secret de famille, il y a des conséquences énormes sur l'entourage. Ça n'est Oui, pas anodin. Là, je parle de mon cas et je suis libérée de tout ça, mais il y a des conséquences incroyables. Ça crée des conflits, bien ça, sûr. ça crée des désaccords, ça crée de l'incompréhension, des évitements, ça crée de la suspicion. Et ça crée, et ça, là, c'est un gros travail à faire. Ça peut créer un manque de confiance énorme, énorme, énorme. Parce que quand il y a secret de famille, il y a trahison de toute façon. Il y a trahison. Alors, trahison, c'est pas forcément contre la personne, mais c'est trahison dans le cercle familial. Donc, c'est quelque chose d'assez épouvantable, je trouve, hein. Et Oui, puis, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de familles avec des secrets de famille, en fait. tout à fait. Tout à fait.
c'est pas rare. Et quand j'ai voulu évoquer ça avec toi, je m'étais posé la question en me disant, oui, moi je suis en France, mais voilà, j'imagine que en Tunisie il y a des secrets de famille, en Roumanie il y a des secrets de famille. Je pense que voilà, c'est la vie qui sert ça, hein. Mhm. Bien sûr, les secrets de famille, il y en a partout, hein, il y en a presque dans toutes les familles. Mais c'est très important d'évoquer justement sur ce sujet qui n'est pas du tout. Moi, j'ai jamais entendu parler des secrets de famille dans des réunions comme ça ou En tout cas, c'est un sujet qui est très 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 peu évoqué, mais qui existe exactement. Mais il y en a beaucoup dans presque toutes les familles. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui d'en parler. Donc, il y a Nelia qui te dit, ta maman aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Est-ce utile d'en discuter? Est-ce utile Alors, redis-moi la question. Ta maman aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Est-ce utile d'en discuter? Alors, c'est très intéressant, ça me plaît beaucoup cette question. Alors, ma maman est décédée il y a une dizaine d'années. Et alors, une des raisons qui me faisait d'ailleurs effectivement ne pas lui en parler, et moi cette question me plaît beaucoup, c'était en fait ça. Je me disais, mais elle a vécu quelque chose de douloureux, elle aussi. Elle a vécu quelque chose de difficile et elle a fait vivre des choses difficiles, malheureusement. Elle a fait vivre à sa famille des choses épouvantables. Mais quelque part, je me suis dit, moi, sa fille, est-ce que j'ai le droit, après tant d'années, d'aller réveiller une souffrance? Et j'ai estimé que non. Alors, par moments, je me suis trouvée lâche. Par moments, je me suis dit, c'est un petit peu lâche. Et non, je suis contente aujourd'hui de ne pas l'avoir fait. Honnêtement, j'ai pas de regrets, je suis contente. Oui. Alors, si j'ai bien, j'ai juste récapitulé deux trucs très, très importants que j'ai retenus dans ton histoire et dans les histoires des autres dames que j'ai accompagnées. Donc, d'abord, se libérer, ça c'est très important, se libérer du poids. Alors, chez toi, ça n'a pas été la culpabilité, mais chez d'autres personnes, oui. Donc, chez toi, c'est plus le manque de confiance, donc la trahison. Donc, c'est beaucoup plus ça. Donc, en tout cas, il y a des émotions refoulées, ça c'est sûr. Donc, voilà, la première étape, c'est vraiment de se libérer un peu de ce qu'on a emmagasiné, parce que des fois, on garde des émotions et les émotions sont faites pour être exprimées et non pas pour être gardées. Et donc, quand on ne les exprime pas, bah, ça devient des maladies, des mal à dire, comme le dit si bien Jacques Salomé. Donc, ça devient des mal à dire. Donc, c'est des choses qui sortent pas et c'est le corps qui va l'exprimer. Donc, la première chose à retenir, quand on a un secret de famille, il faut absolument partager ce secret et surtout avec un spécialiste, hein, pas avec quelqu'un de la famille, surtout pas, parce qu'on peut aussi faire beaucoup de dégâts, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, parce qu'il y a un problème de confiance, on peut toucher à l'équilibre d'une famille, on peut toucher, et puis, comme l'a dit aussi Nédia, ça sert à rien, des fois, bon, on est qui pour juger la personne, parce que la personne qui a fait, quelle que soit l'erreur qu'elle a faite, est-ce qu'on a le droit de la juger? Peut-être qu'à ce moment-là, ta maman ou autre personne, hein, même s'il y a un cas d'inceste, peu importe le sujet, peu importe, on n'a pas le droit de juger. La personne, à ce moment-là, a dû faire ce qu'elle a fait, mais bon, on ne peut pas se mettre à sa place, mais c'est sûr qu'il y avait aussi des souffrances, qu'elle vivait des souffrances. Donc, la juger, la rendre coupable ou se juger soi-même et se rendre coupable, finalement, c'est pas vraiment la solution. C'est pas vraiment la solution. Donc, je vous conseille vivement, si vous portez un secret de famille ou si vous connaissez quelqu'un qui en porte, d'abord aller vers un spécialiste, peu importe le type de spécialiste, mais d'aller vers un spécialiste et de décharger ce poids parce que sinon, si vous le portez trop longtemps, bah, vous allez en payer le prix. Donc ça, de une. Donc il faut vraiment aller en parler pour libérer les émotions qui sont derrière, que ce soit de la trahison ou de la culpabilité. Donc c'est toujours, en fait, c'est le non-amour, soit de soi, soit des autres. Donc première chose, c'est vraiment de déposer tout ce qu'il y a à dire, tout ce qui a été retenu par votre corps. Deuxièmement, moi je suppose le pardon. Le pardon de soi ou de l'autre personne. C'est-à-dire, si je suis victime, ben, se pardonner soi-même d'abord, parce que très souvent, la victime, elle culpabilise. Donc, d'abord me pardonner moi-même et puis pardonner à l'autre, parce que, encore une fois, ce qui s'est passé est passé. Et puis, chacun a des situations, a des émotions, peu importe
on va pas, bien sûr, excuser les personnes, on va pas trouver des alibis ou des excuses pour la personne qui a fait violence ou qui a fait donc un drame, un enfant ou quelque chose comme ça. Mais non, mais cette personne était en souffrance aussi. Donc voilà. Et puisqu'on est tous liés, partons du fait qu'on est tous liés, si on ne pardonne pas à la personne, ça veut dire on ne se pardonne pas à soi-même également. Donc on est liés. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Mais avant de pardonner, il faut d'abord commencer par exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, donc comme tu l'as fait, Nadine, tu ne l'as pas donné l'écrit, mais tu l'as écrit. Oui. Donc, et ça m'a libérée, en quelque sorte. Voilà. En exprimant, en fait, j'ai exprimé, et puis en fait, j'exprimais à des personnes compétentes, neutres, d'ailleurs, entre parenthèses, neutres de mon histoire, dégagées de mon histoire. Et, souvent, parce que autour de moi, j'ai des amis qui connaissent mon histoire, et souvent je leur dis, mais moi j'ai pardonné. Alors j'ai pardonné. On va se dire de quel droit elle pardonne à sa mère. J'ai pardonné les souffrances qu'elle m'avait infligées. Parce que moi, elle m'a infligé des souffrances psychologiques en quelque sorte, en me prenant en otage, en disant tu diras pas, tu feras pas, t'as pas vu. Mais je lui ai pardonné. Alors, le jour où elle est morte, d'ailleurs, je lui ai pardonné. Je voulais qu'elle parte libérée, qu'elle s'élève libérée. Voilà. Pour moi, c'était important parce qu'en la pardonnant, je me pardonnais aussi, en quelque sorte, de m'avoir dit. Parce qu'en ne disant rien, en fait, j'étais comment dirais-je, sa complice, en fait. Alors c'est ça qui est douloureux, c'est que j'étais une petite fille et elle me mettait, j'étais sa complice quelque part. Et c'était ça qui me mettait en souffrance. Alors après, il y aura une chose importante aussi qu'il faudra qu'on évoque, c'est les troubles associés au secret de famille. Parce qu'il y a la fibromyalgie, mais il y a des choses bien plus difficiles aussi. Hein. Donc il faudra on va peut-être écouter d'autres questions, mais il faut savoir. Et je voulais aussi avant d'oublier, dire que la levée d'un secret de famille, elle permet d'accepter, hein, de se libérer du poids de la souffrance aussi. Hein. Mais il faut bien se faire attention parce que la levée du secret de famille peut impliquer d'autres personnes. Et c'est là que c'est compliqué. C'est très complexe. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que c'est pas vraiment toujours la solution de divulguer d'aller affronter la personne. Je vous donnerai à la fin de ce live ce que je conseille à mes consultantes et ça marche très bien. Nadine a trouvé l'écriture, moi je donne autre chose, mais qui ressemble à l'écriture, mais en tout cas, c'est quelque chose qui exprime un peu ou qui permet de se libérer de ce qu'on a à l'intérieur de soi, d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur de soi, sans pour autant faire violence, comme l'a dit Nadia tout à l'heure. Ça ne sert à rien d'en parler aujourd'hui quand le secret de famille ou la chose qui s'est passée, ça s'est passé il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a des fois même plus, mais ça sert à quoi? La personne, elle est différente. Peut-être qu'elle s'est libérée de sa souffrance, peut-être qu'elle vit encore ses souffrances, et là, on ne va pas l'aider, on va encore la rendre plus dans une souffrance de culpabilité. Donc, et peut-être qu'elle est dans le regret. Donc, c'est vraiment, ça sert absolument à rien d'aller affronter la personne. Et c'est comme si on se vidait, en fait, sur elle. Mais ça sert absolument à rien. Donc, je vais vous dire tout de suite comment moi, j'ai trouvé une astuce qui a très bien marché avec les personnes que j'ai côtoyées. Donc, c'est vraiment de prendre un objet symbolique. Donc, ça peut être un stylo, ça peut être n'importe quel objet, très banal, et on va y mettre tout ce qu'on a reçu de l'autre personne qui n'est plus ou qui n'est pas à nous. C'est-à-dire, je demande à la personne de mettre dans cet objet-là tout ce qui lui appartient pas, tout ce dont elle ne veut plus porter le poids. Donc, elle va charger symboliquement l'objet avec toutes les émotions, avec toutes, pas les émotions de haine ou de, non, pas du tout, mais plutôt tout ce que, par exemple, si je prends ton exemple avec ta maman,
Donc, si tu étais ma patiente ou ma consultante, je t'aurais dit de prendre un objet et d'y mettre tout ce poids qu'elle t'a fait vivre étant toute petite, étant enfant. Donc, toute cette responsabilité, cette grosse responsabilité qui n'était pas la tienne. Donc, finalement, de charger l'objet par tout ce poids-là qui ne t'appartient pas. Bien Donc, sûr. voilà, tout ce qui lui appartient, tu le mets symboliquement, tu charges l'objet de tout ce qui ne t'appartient pas. Et tu vas lui donner cet objet sans rien lui dire. Excellent, excellent. Donc, finalement, tu te libères, mais sans faire souffrance à personne, donc ni à ta maman ou ni à quiconque d'autre. Au contraire, la personne va apprécier, ce sera un petit cadeau finalement. Donc, elle va recevoir quelque chose de bon. C'est comme si, en fait, c'est comme si cet objet-là est un moyen de transformer le négatif en positif. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est un peu comme, voilà, tout ce dont je n'ai plus besoin, tout ce qui t'appartient, je te le rends, sans rancune, je te le rends tel qu'il est. Oui, oui. C'est à toi de supporter tout ça, c'est à toi de prendre en charge ça, mais vraiment dans le pardon. C'est-à-dire, c'est pas chargé en négativité, c'est pas chargé en haine, mais je te pardonne et je te donne un cadeau symboliquement. Donc c'est vraiment comme si, je te pardonne, mais je te remets ce qui m'appartient pas. Ça, c'est à toi. Voilà. Et c'est très libérateur. C'est un petit geste, c'est vraiment un petit geste de rien du tout, mais qui est très, très puissant, qui est très chargé de signification et de symbolique. Et ça a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Bien sûr, c'est bien. Et je voudrais rebondir aussi sur quelque chose parce que je ne suis pas fille unique. Je ne suis pas fille unique. Nous sommes 4 enfants. Et sur les D'accord. enfants, c'est assez intéressant, me semble-t-il, de le signaler. Donc, il y a une personne qui est la conséquence. Ah, Oui, forcément. Donc, il y a une personne qui est la conséquence. Je suis la complice. Il y a l'observateur qui est mon frère. Et il y a l'autre sœur qui est dans le déni. d'accord. Oula, oui, ok. Donc, vous voyez comment un secret, comment il a pu donc toucher différentes personnes de différentes manières. C'est très intéressant ce que tu dis. Oui. Ah, mais moi, je trouve ça très intéressant parce que, et dans ça, il y a, je dirais, deux personnes vraiment en souffrance. Donc, la complice qui est en souffrance puisque elle se dit que en fait, elle est en train de faire quelque chose qu'il faut pas et alors ça donne une certaine instabilité aussi. Parce que, est-ce que je dois dire, est-ce que je dois me ranger de ce côté-là, est-ce que je dois me mettre de l'autre côté? C'est très, 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 très difficile pour un enfant, hein. Où est-ce que je me place? Est-ce que j'ai raison de… Voilà. Et donc, la personne qui est la conséquence ben, va porter ce fardeau tout le restant de ses jours parce qu'il y aura des points d'interrogation, elle posera des questions, elle n'aura pas forcément les réponses attendues, ça ne sera pas forcément le moment choisi. Je pense qu'aujourd'hui, on en a parlé et je pense qu'aujourd'hui, elle est libérée. Et donc, il y a l'observateur qui est mon frère qui n'a jamais fait un travail sur lui et qui a observé, puisque nous avions que quelques mois de différence. Il avait 1 an et demi de moins que moi, donc il observait. Il était plus jeune. Donc, ça l'a marqué aussi, mais en tant qu'observateur seulement. Et puis, l'autre qui est dans le déni, qui ne veut pas, qui ne veut surtout pas en entendre parler, qui, pire que ça, n'y croit pas. C'est intéressant. Comment elle a vécu ça? Qui? Ta Celle qui est dans sœur. le déni? Oui. Celle qui est dans le déni, ah ben, de toute façon, c'est même pas la peine de lui en parler. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on va pas inventer? Mais on n'est pas bien, enfin, etc. Donc, il y a belle lurette qu'on n'en parle plus avec elle, puisqu'elle est dans le déni. Celle qui est concernée a eu beaucoup, 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 beaucoup de souffrance. Et j'espère qu'aujourd'hui, elle arrive à s'en libérer, même si c'est tard. Même si c'est tard, puisque ça date d'il y a 60 ans hein, quand même. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a des parcours de vie avec des souffrances. Voilà, et je crois que c'est son parcours de vie, malheureusement. Hein, c'était son parcours de vie. Super. Merci beaucoup, Nadine. Alors, je te laisse 5 minutes pour récapituler, pour dire un peu le mot de la fin. Avant d'en parler, je vais te laisser avec les participantes pendant 2-3 minutes, le temps de dire ce que tu veux à la fin, et je reviens. OK?
À tout de suite. Qu'elle me pardonne puisque je n'ai pas le feedback, je ne vous vois pas, je ne sais pas qui est là. Donc c'est un peu anonyme. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des troubles associés à ces secrets de famille. Il y a des dépressions. Alors ça, c'est peut-être ce qui arrive le plus fréquemment, mais il y a aussi des idées suicidaires, voire des suicides, des troubles anxieux, du mal-être, de la souffrance d'abandon. Des addictions, des troubles alimentaires, des troubles du comportement. Tout ça sont parfois les conséquences des secrets de famille. Alors, ce que je voulais aussi dire, et je l'avais noté pour illustrer, il y a un film français qui vient d'ailleurs d'une histoire vraie. C'était à l'origine un livre, Un secret de Philippe Grimbert. On partagera si les personnes sont intéressées par les livres. Un secret de Philippe Grimbert qui a été adapté, qui est devenu un film. C'est très intéressant. Et il y a aussi un film iranien, alors je vais mal le prononcer, mais c'est d'Asghar Farhadi, Le passé. Hein, c'est un film franco-iranien. Oui. Le secret de famille, je relate vite fait, mais c'est très intéressant. C'est un homme qui s'invente un frère. Et en fait, ce frère qui s'invente a existé. Il a été déporté à Auschwitz. Hein. Et il apprend qu'il a bien eu un frère qui est mort à Auschwitz. Donc, c'est très intéressant. Et puis, dernièrement, ça a fait beaucoup parler, ça a fait beaucoup couler d'encre ici en France, le livre de Camille Kouchner qui a dévoilé l'inceste qu'avait subi son frère jumeau avec le violeur, oui, le violeur, on va dire ça comme ça, après tout, est quelqu'un de très connu en France. Donc, il y a eu ce livre qui a dévoilé ça, ça remue beaucoup en France en ce moment. Voilà. Ok. Alors, je vous promets de mettre tous ces titres-là. Tu vas me les communiquer, s'il te plaît, Nadine. Et je les mettrai au niveau de l'enregistrement de ce live pour toute personne intéressée par ces ressources, on va dire, par ces films ou livres, etc. Donc, voilà. Donc, il nous reste encore moins de 10 minutes. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter, Nadine? Non, je ne vois pas, si ce n'est ce que tu as dit déjà. Effectivement, prendre garde, ne pas en parler aux personnes intéressées me semble déjà judicieux. Oui. En parler à des personnes neutres, donc des thérapeutes, hein, j'entends. Et puis, vraiment, vraiment, le pardon. Moi, je dis toujours, voilà, il faut pardonner. Pardonner à l'autre, c'est se pardonner aussi. Et Exactement. c'est quelque part libérer ses émotions traumatisantes, ces émotions de colère, ces trois R que je n'aime pas, le ressentiment, la rancune, voilà, tout ça c'est moche, et de toute façon ça rend malheureux et puis ça rend pas beau.